On te D'accord, voit, ça oui. marche. Merci. Donc, effectivement, je vais parler de quelques thèmes. J'en ai pris 5 qui sont plus ou moins interconnectés. Je vous les mets ici. Je les remettrai bien sûr un peu tout à l'heure. Donc, dans lesquels, en fait, je vais m'attacher à voir un peu les liens qui ont pu exister à cette époque-là, dans la musique de cette époque-là, entre la pratique et, on va dire, l'écrit. Alors, la théorie, la technique, des écritures de la pratique, des mises en pratique de l'écriture, différentes choses dont on pourrait discuter d'ailleurs des rapports, mais sur chacun de ces points, on va dire, il va y avoir des rapports entre les deux éléments. Je vais aller peut-être du plus pratique au plus théorique, on va dire, au plus technique. Donc, sur la question de la tenue du violon, donc, qui était le premier point, le sujet de mon master. La question du jeu par cœur et de la carte mentale, qui n'est pas un sujet propre à la musique ancienne, mais un sujet qui me semble peut être intéressant dans le cadre des savoirs, on va dire, et qui est assez rarement mis en évidence, parce que c'est difficile d'avoir un support, on va dire, pour le montrer. La question de l'improvisation, et des choses après clairement plus théoriques et un peu plus obscures, on va dire, pour tout un chacun. La question de la solmisation et de la main guidonienne et les tempéraments. Alors, je vais juste commencer donc par le premier sujet tout d'abord. Et alors, je vais un peu me galérer avec les instruments parce que je suis très très serré ici. J'ai mes instruments qui sont posés derrière et je vais éviter de les abîmer. Quand on voit un violon à la télé, généralement, on le voit comme je suis en train de le porter. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le constater, je ne le tiens pas avec la main, je le tiens avec le cou, ça marche très bien. Le violon est posé dans le creux du cou et pas du tout comme ce que vous pouvez voir sur l'image que j'ai montrée. Le violon ne ressemble pas du tout non plus. Il y a une espèce de truc noir ici pour poser le menton qui n'est pas visible sur l'image. Vous voyez ma souris, en fait? Oui. Oui. D'accord. Donc, qui n'est pas visible sur l'image. Vous voyez que, par exemple, le manche, cette partie noire, est beaucoup plus courte ici. Un certain nombre d'autres éléments. Ceci nous amène à la thématique donc, de ce qu'on appelle la musique ancienne historiquement informée, c'est-à-dire l'idée d'essayer de jouer la musique des époques anciennes, on dit parfois baroque, on va dire pour faire simple du XVIe au XVIIIe siècle, je vais surtout me centrer sur le XVIIe ici, avec les techniques employées à l'époque, le style employé à l'époque, les façons de faire, on va dire finalement, employées à l'époque, c'est-à-dire quelque chose à deux volets, c'est-à-dire un volet de recherche, on va dire, scientifique, si on veut, et également un volet de restitution, puisqu'on cherche in fine à faire de la musique, et il faut arriver finalement à produire un art, quelque chose d'audible, ce qui implique que les solutions doivent forcément fonctionner. Sinon, bien sûr, ça ne marche pas, puisqu'on cherche à produire quelque chose de fonctionnel. Les textes et divers autres éléments de nature plus archéologique et aussi plus iconographique peuvent être utilisés dans ce cadre-là. Vraiment, je fais un aperçu assez rapide ici, c'est juste pour donner une idée. Et je vais commencer par ce qui est le plus proche d'ailleurs des travaux du laboratoire de la Cité de la musique, par les instruments en eux-mêmes. Là, on est plus sur un volet, alors dans le jargon dit organologique, finalement archéologique, si on veut, d'étude des objets, puisque on va s'intéresser, c'est à peu près le seul moment où je vais vraiment parler des objets, à l'évolution des instruments. Quelque chose qui ne va pas de soi, puisque les instruments qu'on connaît actuellement sont pour la plupart assez récents, ils ont pris leur forme définitive au mieux au XIXe siècle, souvent, et ces instruments ont pas mal évolué dans le temps et c'est quelque chose qui demande à être recherché. Alors, je suis désolé, je suis au plus reculé possible. Ceci est un violon moderne qui date du début du XXe siècle et ceci est un violon du tournant des XVIe et XVIIe siècles. C'est pas un original, bien sûr, c'est une copie. Des instruments qui ont notoirement évolué. Vous pouvez voir que ils n'ont finalement pas du tout la même forme, on va dire. Il y a de grosses différences même au niveau de la forme générale, également du poids. L'instrument que j'ai ici en main est une copie du plus ancien violon conservé dans son état à peu près d'origine connue, on va dire, qui est celui qui est montré à l'écran là, qui a été retrouvé sur une statue de la cathédrale de Freiberg en Allemagne, qui montre des différences notables dans sa construction intérieure. Vous voyez un scan rayon X ici qui montre par exemple qu'il n'y a pas d'âme, qui est un bout de bois qui se trouve ici en principe, qui sert à transmettre le son dans le violon. Donc vous voyez l'instrument ici dans son emplacement et un gros nombre de différences de construction interne. Une question qui doit être recherchée si on veut essayer de reconstituer, on va dire reconstruire des violons de l'époque. Je parle de violon, mais n'importe quel autre instrument a les mêmes problématiques, grosso modo. Des questions aussi de construction d'instruments qui, disons, dont les familles techniques, si on veut, les filières techniques, parfois, ont disparu actuellement, c'est-à-dire dont les solutions techniques n'ont pas forcément été retenues, n'ont pas été continuées, on va dire. Vous avez ici quelques exemples avec des violons de ce qu'on appelle l'école alémanique, qui est une
une école de facture d'instruments de la vallée du Rhin, basiquement, avec des instruments très, très allongés qu'on ne voit quasiment plus actuellement, avec des dimensions très variables. Vous voyez ici des dimensions d'instruments, ce sont des millimètres qui sont extrêmement variables pour des violons qui sont censés être entre guillemets tous identiques, alors que dans la facture actuelle, les instruments sont beaucoup plus standardisés. Donc, une certaine diversité qui, assez souvent, s'est perdue ou du moins a fortement diminué dans les versions actuelles de ces instruments. Simplement, ils ont été mis au point au fur et à mesure. Même des instruments entiers qui ont disparu. Pour continuer sur le violon est une famille dans laquelle il y a différentes tailles, c'est-à-dire vous avez des tout petits violons, c'est comme les voix, vous avez les sopranos qui sont très aigus, les basses qui sont graves, un certain nombre de voix intermédiaires. Ce qu'on appelle vraiment le violon, ce que j'ai là, c'est le soprano. Vous avez aussi les violons alto qui existent encore, le violon basse qui est, on va simplifier, le violoncelle, et vous avez des familles, des tailles intermédiaires qui ont disparu et qui doivent donc être reconstituées. Par exemple, le ténor, qui est cette espèce de très gros violon que vous voyez ici, dont quelques exemplaires seulement existent encore actuellement, mais qui n'est plus du tout joué dans l'orchestre symphonique actuel, donc il n'existe absolument plus d'équivalent, donc qui doit faire l'objet de recherches vraiment d'une nature plus ou moins organologique, archéologique, pour pouvoir être reconstitué. Alors là, c'est dommage, à quelques mois près, je suis en train de m'en faire un, donc à quelques mois près, j'aurais pu vous en montrer un, mais il n'est pas encore arrivé. Différents éléments aussi peuvent être recherchés au niveau de pas simplement de l'instrument lui-même, mais comment il est réglé, on va dire ce qu'on appelle le montage, le réglage, si vous voulez. Cette slide-là tient, alors je vais poser celui-là. Cette slide-là se réfère à l'emplacement du petit bout de bois qui est ici, qui s'appelle le chevalet, qui a l'air de rien, mais qui permet de transmettre le son des cordes à la caisse. Ce chevalet, sur un instrument actuel, est toujours placé au même endroit. Comme vous voyez ici, il est, si vous voyez les deux F, là, qui s'appellent des ouïes, il est pile au milieu. Ça, c'est toujours le cas sur un instrument actuel, mais si on regarde des instruments anciens, on peut s'apercevoir, que ce soit vraiment sur des instruments qui n'ont pas forcément conservé leur chevalet à son emplacement normal, mais du moins où il y a des traces sur le vernis qui montrent où était le chevalet, ou encore dans des peintures, par exemple du Caravage, qui est réputé pour sa précision, on va dire, on voit des emplacements beaucoup plus variables. Vous avez ici un petit schéma de traces observées sur divers instruments, l'emplacement sur des tableaux du Caravage, qui est assez variable, et aussi des textes, le premier texte que je vous montre, de l'époque, vous voyez qu'en 1711, on nous dit que parle du chevalet, il est posé sur la table du violon entre l'extrémité la plus basse des deux F, c'est-à-dire à cet endroit-là, donc vraiment l'extrémité la plus basse des deux F, alors qu'actuellement on le met ici. Quelque chose qui a aussi totalement disparu dans la lutherie actuelle, puisque vous amenez un violon avec le chevalet placé autre part qu'en plein milieu, vous vous faites hurler dessus par le luthier, et il va vous le remettre à son emplacement d'origine. Je joue avec un chevalet reculé, j'ai dû le reculer moi-même parce qu'aucun luthier voulait me faire ça. Ça marche très bien d'ailleurs. Mais voilà, des questions qui doivent être recherchées et qui, assez souvent, ne sont même pas prises en compte, on va dire, dans la pratique actuelle, qui a tendance à se focaliser sur la pratique ancienne la plus récente, c'est-à-dire le milieu du XVIIIe siècle. Mais comme j'ai dit, la musique ancienne, c'est 2 siècles, même avant, mais on va dire la musique baroque, 16e, 18e siècle, et c'est quelque chose qui a donc pu évoluer dans le cours de ces 2 siècles, qui sont finalement une période assez longue. Dernier exemple, les cordes. Actuellement, un violon vraiment actuel comme ça, les cordes sont en métal, ce sont des alliages de métaux en général. Les violons anciens, les instruments à cordes anciens, les cordes sont en boyau, c'est du boyau de bouton en général, avec une question qui est la présence de cordes en métal, de cordes en boyau enroulées dans du métal. Quelque chose qui se retrouve sur tous les instruments quasiment qui sont joués actuellement pour les cordes les plus graves, ce qui permet de ne pas avoir une corde absolument énorme, mais quand on regarde les sources, qui apparaît comme en fait assez récente. Je vous ai mis ici un certain nombre de sources qui parlent du matériau dans lequel sont faites les cordes au XVIIe siècle, un peu après. Vous pouvez constater que pendant tout le XVIIe siècle, on ne mentionne quasiment que du boyau, boyau. On mentionne une invention récente qui est un boyau enroulé dans du métal, toujours uniquement boyau en 1676. Depuis peu, on peut enrouler les cordes boyau d'un fil de métal, quelque chose qui donc manifestement apparaît dans les années 1680, fin du XVIIe siècle, qui va se répandre au XVIIIe siècle, mais qui, au XVIe, XVIIe siècle, n'est finalement quasiment pas employé. Vous avez ici, sur cette image, vous voyez très clairement ici la basse à une corde en métal, c'est très très clinquante, et on voit qu'aucun des autres instruments, même ce gros instrument, ce gros violon, ce gros ténor, n'a pas une corde aussi clinquante, donc manifestement a des cordes entièrement en boyau. Quelque chose qui assez souvent donc n'est pas reproduit sur les instruments actuels. Je laisse le tableau de côté parce que sinon je vais prendre trop de temps. Donc un certain nombre de recherches de type organologique qui sont importantes à prendre en compte. La même chose, je vais passer plus vite. Désolé pour les archers.
puisque l'archer est également quelque chose qui a évolué dans le temps. Je vais beaucoup moins parler de l'archer aujourd'hui, mais pour vous donner une idée, que je m'y retrouve et que j'encaisse pas au passage, ceci est un archer de violon moderne. Vous voyez que j'arrive à peine à le faire entrer dans le cadre. Donc, c'est le type 13 là, sur le petit tableau que vous avez. Ceci est un archer, une copie bien sûr, hein, toujours, d'un archer du milieu du XVIIIe siècle. C'est le type, on va dire, 9 ou 10 dans le petit tableau que vous avez. C'est quasiment la même taille. Ceci est un archer d'à peu près 1700. Vous voyez qu'ils commencent, ils sont au même endroit de l'autre côté, mais vous voyez que la pointe est plus petite. On a un archer qui se raccourcit. Et si je remonte encore dans le temps, ceci est un archer d'environ 1600. Donc le type peut être 6 sur le tableau. Je le mets toujours au même endroit ici. Vous voyez que la pointe est clairement plus petite. Donc finalement, un archer qui a grandi dans le temps et dont la forme a également changé. Question qui est assez souvent, de plus en plus actuellement heureusement, mais assez souvent n'est pas vraiment prise en compte dans la pratique actuelle, y compris en musique ancienne. Donc quelque chose sur laquelle les recherches en histoire des techniques, en organologie, en archéologie des techniques, peuvent clairement apporter un éclairage assez nouveau et ça fait aussi un changement dans la façon de jouer. La tenue, qui était vraiment le cadre de mon mémoire à proprement parler, donc la technique de jeu, on va dire, a elle aussi évolué. Je vais passer sur la colophane pour ne pas prendre trop de temps, puis on pourrait revenir. La tenue a également évolué, puisque la tenue qu'on voit actuellement, généralement sur les instruments anciens, sont un violon qui est donc tenu contre le cou. La seule différence avec la tenue moderne, c'est qu'on ne va pas poser la tête dessus, on va mettre juste le violon comme ça. Mais là encore, si on va voir sur les sources de l'époque, qu'elles soient des sources écrites, vous en avez un petit tableau à gauche, ou des sources iconographiques, vous avez un petit résumé aussi à droite, donc il y a des sources pour pas mal de pays, pas mal d'époques, ça dépend un peu des pays et des époques. Vous avez énormément de sources, notamment pour le baroque flamand, qui est ce gros tas ici, là, le XVIIe siècle flamand. Si on va voir ces sources, on s'aperçoit finalement que cette tenue est très peu représentée, encore une fois, avant très tardivement dans la période de la musique ancienne. À quoi ressemble une source? C'est ce type de source. En fait, ce sont des traités qui servent de manuel en fait, pour apprendre à jouer. Donc, il y a toujours un professeur à côté, mais ce professeur peut s'appuyer sur une espèce de petit fascicule où il y a toujours exactement les mêmes actuellement, sur lequel vous avez une introduction plus ou moins théorique avec quelques points de technique et surtout beaucoup d'exercices. Là, vous avez une petite introduction sur comment on note la musique, une petite introduction technique sur comment on tient le violon, ça fait une page, 2 pages, et après beaucoup d'exercices. Donc, il y a strictement les mêmes actuellement. Et ce qui nous intéresse ici, ce sont donc ces points techniques là celui-là est particulièrement long. Il fait une page, c'est déjà énorme. Très souvent, c'est quelques lignes, un paragraphe, quelques mots parfois même. Qui, encore une fois, donc si l'on parle vraiment juste de la tenue du violon, si l'on regarde toutes les sources du XVIIe siècle, toutes ces sources sont d'accord pour parler d'une tenue contre l'épaule, contre the breast ou die Brust, selon si c'est de l'anglais ou l'allemand, ce qui dans les deux cas veut dire la poitrine, le sein. Et quasiment personne, ou carrément personne, en fait, ne parle d'une tenue contre le cou jusqu'en 1711, 1700, même en fait 30, jusqu'aux années 1730. Donc cette tenue, qui est très souvent pratiquée actuellement ici, est finalement une tenue très récente, qui est employée au conservatoire tout simplement parce que c'est la plus proche de la tenue actuelle. Et la plupart des gens qui se mettent à la musique ancienne viennent de la musique actuelle, donc maîtrisent déjà les techniques de jeu de la musique actuelle, et vont simplement prendre celles qui, dans la musique ancienne, sont le plus proches, et se renseigner comme ça, sans aller voir beaucoup plus loin. Donc là encore, si on veut essayer de voir quelle pouvait être, on va dire, une technique un peu plus ancienne et finalement qui concerne la plus grande partie de la période considérée, il va être nécessaire de faire une recherche de type histoire des techniques, qui est précisément celle que j'avais fait en master, donc pour voir finalement cette tenue qui concrètement ressemble à ça, en fait, qui était celle qu'on avait vue sur le petit bonhomme sur le premier tableau. Ça, c'est la même chose pour les sources iconographiques. Tout ce qui est en jaune-orangé, ce sont des tenues plutôt contre la poitrine. Vous voyez, on est au plein XVIIe siècle, c'est une grande majorité. Et au XVIIIe siècle, on a beaucoup plus de tenues bleues qui sont les tenues plutôt en haut. Donc, un changement assez net qui corrobore les sources textuelles. Quelques exemples ici de ce genre de tenue relativement basse pour vous donner d'autres exemples. De même pour l'archer, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que c'est plus subtil, mais il y a aussi des différences dans la tenue de l'archer. La question étant de savoir, prendre un archer au pif, est-ce qu'on tient avec le pouce sous l'archer et les doigts dessus, ce qui permet d'avoir beaucoup de poids, beaucoup de puissance. C'est assez proche de ce que font les fiddlers actuels, parfois, du moins certains, ou une tenue plus proche de la tenue moderne où on met le pouce au-dessus, ce qui permet
pour faire simple, plus de précision, mais moins de puissance. Là aussi, on voit une évolution puisque la technique actuelle et, on va dire, ancienne, relativement récente, privilégie la précision, alors qu'une technique plus ancienne privilégie généralement le pouce sous la mèche, là encore, jusqu'au début du XVIIIe siècle. Donc, là aussi, une évolution assez marquée, pour peu qu'on aille voir les sources. Même principe ici, en orange, le pouce dessous avec beaucoup de puissance, assez bien présente au XVIIe siècle, on va dire, même si l'autre existe également, et remplacé au XVIIe siècle, donc, et remplacé au XVIIIe siècle, plutôt le pouce sur le bois. Donc, même principe. Je vous remets juste le bonhomme ici. Il y a d'autres éléments dont vous pourriez parler, à la couleur de la mèche de l'archer, par exemple, qui est noire et pas blanche, sur laquelle je pourrais revenir si vous voulez, qui est le produit dont on enduit la mèche pour que ça sonne. Mais je vais éviter de prendre trop de temps dessus. Si vous avez des questions, on pourra toujours y revenir. Ça, c'était le premier point, la tenue du violon. Encore une fois, s'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre. Voilà. Je vais passer au deuxième point, qui est le jeu par cœur et la question de la carte mentale, qui est peut-être plus intéressant, on va dire, pour le savoir-faire, on va dire, la question du savoir-faire de manière générale. Puisque la carte mentale, donc cette représentation mentale qu'on peut se faire de n'importe quoi, n'importe quel processus technique, on va dire, ou autre processus d'ailleurs, ça peut être même faire la cuisine, la carte mentale, il faut mettre l'eau dans la casserole, il faut faire chauffer l'eau, il faut aller chercher les pâtes, combien de temps, etc. Souvent, elle n'est pas forcément évidente. C'est pas forcément évident de la mettre en évidence parce qu'elle ne laisse pas de traces, tout simplement. Là, je profite simplement du fait que je suis moi-même praticien pour vous montrer une trace et essayer de vous expliquer comment ça marche la carte mentale dans le cadre de la musique, puisque en fait, on ne cherche pas à apprendre quand on apprend par cœur une partition, on ne cherche pas à apprendre toutes les notes par cœur. C'est un peu plus compliqué que ça. La première slide, là, c'est juste pour vous expliquer vite fait comment on note la musique, parce qu'il va y avoir plusieurs partitions après. Très rapide point historique. La notation de la musique, on va dire occidentale actuelle, je ne vais pas du tout parler de l'Asie, de l'Afrique, etc., qui ont leur propre système pour lesquels globalement je ne connais absolument rien. La notation actuelle de la musique trouve ses origines au Moyen-Âge. Il y en avait dans l'Antiquité, mais ça a disparu dans la première moitié du Moyen-Âge, avec ce qu'on a appelé les neumes, c'est-à-dire ces espèces de pattes de mouche là, qui notent la hauteur des notes à partir du 10e, 11e siècle, et sur laquelle on va assez vite commencer à tracer des lignes qui vont servir de point de repère. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un neume est placé sur la ligne, c'est toujours la même note, c'est toujours la même hauteur de son, si vous voulez. Quand elle est au-dessus, c'est plus haut, quand elle est en dessous, c'est plus bas. Petit à petit, simplement, dans le courant du Moyen-Âge, on va rajouter des lignes. Vous voyez qu'au XIe siècle, on a une ligne au milieu. Là, je suis au XIVe siècle, j'ai 4 lignes. Donc, des lignes se rajoutent simplement pour préciser de plus en plus. Actuellement, ça s'est stabilisé à 5 lignes. Il existe des partitions, on en verra d'ailleurs après, au XVIe, XVIIe siècle, où il y a plus de lignes. 7, 8, 13, même c'est totalement illisible, mais ça existe. Donc, la notation standard actuelle de la musique, ça consiste à pouvoir mettre une note soit entre deux lignes, soit sur une ligne. À chaque fois que vous montez d'un cran, vous montez d'une note. Do, ré, mi, fa. D'accord, ça c'est fa, sol, la. Fa, sol, la. Okay. À chaque fois, je monte d'un cran. À chaque fois, je monte d'une note. S'il y a des gens qui ont l'oreille absolue, je m'excuse, je ne l'ai pas, donc je ne sais absolument pas ce que j'ai chanté. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer la notation. Et juste, ça sera aussi utile après. Cette espèce de double barre avec 2 points là indique que quand on arrive sur ce symbole-là, on va remonter la partition jusqu'à en trouver une en miroir, on va dire, et on va rejouer le bout de partition qui est entre les deux. Ça s'appelle une reprise. Je vous indique juste ça parce qu'on va voir une après. Alors, une partition, ça ressemble donc à ça. Je vous en ai mis une, là, c'est la chaconne de Bach, c'est une pièce pour violon très connue de Bach. Mais bien sûr, le musicien, quand il voit ça, il va devoir le transcrire en geste, on va dire, pour pouvoir jouer sur son instrument, quel que soit l'instrument. Soit un violon, si vous voulez savoir sur une clarinette, il faut demander à Marion qui est là, ou une flûte, un piano, ce que vous voulez. Il va donc falloir lire la partition et l'adapter à l'instrument. Ça, c'est une partie, on va dire, d'apprentissage de la partition que vous pouvez travailler avec des exercices. Vous travaillez ça pendant 10, 15, 20 ans au conservatoire pour pouvoir être capable de, dès que vous voyez les notes, savoir exactement quel est le geste correspondant. Là, je vous ai mis ici des petits diagrammes qui indiquent, quand je vois un ensemble de notes, ce sont des notes superposées, quel va être l'emplacement des doigts que je vais choisir. Je ne vais pas vous faire toute la démonstration, mais pour faire simple, vous avez 4 traits verticaux, ce sont mes 4 cordes. Celle qui est à gauche, là, ici, c'est la plus grave, qui est là. Et quand je vois mon premier accord ici, je sais que je vais devoir mettre cette note-là par entraînement. Je sais que je vais devoir utiliser mon 4e doigt qui est ici, que je vais placer à cet endroit-là. Chaque petite ligne ici, en gros, c'est un demi-millimètre. Et je sais que pour faire la 2e note ici, je vais devoir employer mon 2e doigt,
Très bien. Deuxième doigt que je vais placer sur la deuxième corde à cet endroit-là, c'est-à-dire à peu près 2 cm du bord. Hop, je vais passer à l'accord suivant. Là, je sais que ça va être point du bas, un quatrième doigt sur la corde grave, puis un troisième doigt sur la deuxième corde, puis un premier doigt tout en bas de la première corde, etc. Ça, c'est la manière dont moi, je me représente ce que je vois. C'est-à-dire, je vois certes des notes, mais finalement, je m'en fous de savoir quelle note c'est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je les joue. Et comment je les joue, c'est un geste technique, finalement, qui a été appris en répétant pendant pas mal d'années et finalement en apprenant ce qu'on appelle son manche, ça c'est le manche farion, en apprenant son manche par cœur. Exactement pareil au piano, hein, vous apprenez les placements des doigts. Il y a un deuxième élément qui s'ajoute par-dessus quand je joue, c'est-à-dire que quand je joue la partition, je ne considère pas une note, puis la note d'après, puis la note d'après, puis la note d'après de manière séparée. Je considère surtout les enchaînements entre ces notes. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel doigt je vais pouvoir laisser en place parce qu'il va me servir plusieurs fois de suite, quel doigt je dois un peu bouger ou quel doigt je dois enlever. C'est-à-dire que là, on a vu par exemple que sur ces 2 premiers accords, j'avais tous les 2 fois, j'ai un quatrième doigt à la même place. Je vais surtout voir que je dois garder mon quatrième doigt au même endroit. C'est-à-dire mon doigt ne doit pas bouger et c'est surtout ça que je vois. C'est-à-dire quand je vois ces 2 accords, ce que je vois surtout, c'est que là, j'ai une note en bas qui implique que j'ai un doigt qui ne doit pas bouger, donc que je dois laisser ce doigt sur la corde. De même, pour tous les intervalles, ce qui m'intéresse, ce n'est pas exactement de savoir quel est le doigt que je dois poser, c'est surtout quelle doit être la distance entre les 2 doigts. Par exemple, le 4, le 2, je le sais, mais la question, c'est est-ce que je dois, je vais faire avec un 3 et un 4 pour que vous voyez, ici, ces 2 doigts-là, est-ce que je dois les écarter ou les serrer, d'accord, pour avoir la bonne note, puisque ça me fait 2 notes différentes. Donc, je réfléchis, est-ce que mes doigts sont écartés ou serrés pour chaque accord, finalement. Donc, c'est comme ça que je me représente, moi, on va dire la partition, la représentation mentale de la partition. Le problème, c'est que quand je dois apprendre par cœur, je ne vais pas apprendre, ce morceau il fait 15 minutes, je ne vais pas apprendre toutes les notes comme ça pendant 15 minutes. Donc cet aspect-là, en fait, je vais l'apprendre par cœur, par travail, et ça va devenir un mécanisme musculaire, si vous voulez. C'est-à-dire je n'ai plus à réfléchir au bout d'un moment à qu'est-ce que je suis en train de faire, mes doigts le font tout seuls. Alors quand je dis le faire ça, vous le faites en fait en boucle pendant 3 mois. En fait, hein. Forcément, au bout de 3 mois, vos doigts savent travailler tout seuls. Mais ça, c'est un mécanisme qui se met en place. Donc, je n'ai plus à réfléchir à chacune de mes notes. Par contre, je dois apprendre par cœur une partition extrêmement longue. Celle-ci n'est pas longue du tout. C'est une partition qui fait à peu près 1 minute, ça. C'est un peu plus d'1 minute, mais que je vais devoir apprendre par cœur avec tous les signes qui sont dessus. Donc, c'est extrêmement gros. Et le problème, c'est que parfois, j'ai des éléments qui vont se répéter, mais qui ne vont pas enchaîner sur la même chose. Or, si je ne sais pas qu'est-ce qui enchaîne sur quoi, je risque de me perdre dans la partition. Donc, une fois que j'ai acquis mes habitudes, disons mon mécanisme pour jouer ce que je suis en train de jouer, je dois aussi mémoriser le parcours dans la partition. Et c'est surtout ça qui est la carte mentale, et c'est ça que je vais réellement mémoriser. Alors comme ça a l'air extrêmement complexe, mais en réalité, une fois que vous avez les mécanismes, ça se résout à quelques points assez simples. Alors, je vous fais juste écouter cette partition que vous entendez là. Oui, oui. Ok. Je recommence. Donc, une petite mélodie avec des accords au-dessus. Des accents. Je décris pour une raison, on va le voir après. Un arpège qui descend, 3 accords, une mélodie, une reprise qu'on a vue tout à l'heure, on vient ici, donc 2 fois la même chose. C'est une pièce facile, hein, c'est une petite étude pour piano. Quatre accords forts. Et là, c'est là exactement la même chose qu'au début. C'est vraiment un copier-coller. Les enchaînements, l'arpège ici qui descend qu'on avait déjà là. 3 accords. Et pour finir, on va passer sur autre chose et pas la mélodie tout à l'heure. Un gros accord final. Ce que l'interprète a dans la tête, en fait, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dessiné moi-même. En fait, c'est bien pour ça que j'ai utilisé ce morceau que je ne connaissais pas sinon, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet, de quelqu'un qui a dessiné sa carte mentale du morceau. Et qu'est-ce que c'est que sa carte mentale? C'est-à-dire que la grande majorité de ce qu'on a vu avant, c'est de la mémoire musculaire. Il l'a dans les doigts. Ce qu'il a besoin de se rappeler, c'est combien il y a d'accords à quel endroit et qu'est-ce qu'il envoie sur quoi.
Là, au début, il a tout un truc où il y avait les petits accords tac, 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 qu'il a marqué par des petits points. Et en dessous, le tam, pa, tam, pa, pam, c'est ça. Tam, pam, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pam. Après, il avait 4 accords. Tom, pam, pam, pam. Vous voyez, mais il a marqué 4 points. Et un arpège descendant. Ta, 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 ta. Donc, et 3 accords à la fin. Bon, grosse mélodie qu'il a dans les mains, c'est pas la peine qu'il précise. Après, il sait qu'il a 4 accords, arpège, 3 accords. La deuxième partie, c'est là où il y avait la jolie mélodie. Vous voyez que la jolie mélodie, il la connaît probablement par cœur. C'est purement de la mémoire musculaire. Il n'a rien besoin de se rappeler parce qu'il a juste fait des arabesques. D'ailleurs, il y a une reprise dedans, mais il ne l'a pas notée parce qu'il doit parfaitement le savoir. Une fois qu'il a fini ça, il revient sur la première section qu'il a renotée exactement pareil, c'est la même chose. Et pour la fin, il arrive sur une coda où il y avait une espèce de truc comme ça, 3 accords et un gros accord final. Donc ça, c'est vraiment ce que l'interprète a en tête. D'ailleurs, cette carte, elle est un peu complexe. Je vous l'ai ici refaite. Oui, j'aurais pu vous expliquer avec ça, peu importe. Je vous l'ai d'ailleurs refaite ici à ma sauce, parce que je trouve qu'elle est même trop complexe. Il y a une première section, elle va revenir. Donc une première section. La première fois qu'on la joue, on arrive ici sur un accord où la note du haut reste la même. Donc on peut juste se dire, je reste sur la même note et logiquement, ça doit embrayer sur le truc du milieu avec les arabesques. Une fois qu'on l'a fini, on revient à la première, qui est qui est encore la même chose. Et la deuxième fois, après nos 3 accords qui sont les mêmes, on embraye sur ce qui est marqué ici. Donc ça, c'est ce truc-là, là, que ce soit cette version-là ou cette version-là, peu importe, c'est réellement ça que l'interprète a en tête quand il joue ce morceau. C'est-à-dire que les notes elles-mêmes, il les connaît entre guillemets plus. Les mécanismes des doigts, ils ont été appris en avance, donc il n'a pas besoin de les retenir. Ce qu'il a besoin de savoir, c'est les points clés, on va dire, les points clés du processus de jeu. À quel moment je dois mettre 4 coups, 3 coups, est-ce que je dois garder une note, est-ce que je dois passer sur une autre note. Donc, c'est vraiment des points sans lesquels on peut se retrouver complètement perdu. C'est-à-dire, cela est assez simple, mais par exemple, quand vous jouez du bar, si vous n'avez pas ça parfaitement en tête, vous ratez une note et vous passez complètement à un autre endroit du morceau parce que tout se ressemble. Donc ça, c'est la carte mentale qu'on a réellement derrière la tête et probablement une carte mentale qui correspond finalement à ce qui peut se retrouver dans d'autres processus techniques avec des variantes, bien évidemment. Mais je trouvais intéressant de vous présenter ça. Je passe à un troisième point et là, on va, encore une fois, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Et là, on va passer sur de la théorie un peu plus rentre-dedans, on va dire, avec les questions d'ornementation et d'improvisation. En quoi c'est lié à la pratique et à l'écrit, on va dire, c'est que pour écrire donc on a une forme d'écrit de la musique, qui est la partition. À l'heure actuelle, on a tendance à écrire sur la partition tout ce que l'interprète doit jouer. Le problème, c'est que ça prend de la place, ça prend de l'encre, ça prend du papier. Tout ça, ça coûte cher. Et dans les époques anciennes, on va dire, on avait tendance à considérer qu'il n'était pas forcément utile de tout marquer et que ce qu'on ne marquait pas pouvait être complété, on va dire, par l'interprète. Soit qu'il devait savoir ce que le compositeur voulait, soit qu'il devait être en capacité d'improviser des éléments qu'il savait faire simplement et qui pouvaient compléter la musique, même si tout n'était pas marqué. Donc une partie de simplement marquer plus facilement et en prenant moins de place, et une partie de laisser l'interprète faire son travail, si on veut. Alors, je vais voir quelques petits éléments avec ça. Le premier qu'on va voir est le plus ancien, c'est ce qu'on appelle la musica ficta, et plus exactement en fait les altérations. Ici, vous avez un petit clavier de piano actuel. On a des notes principales, c'est la touche blanche, do, ré, mi, fa, sol. Et entre la plupart de ces notes principales, on a une note entre les deux, qui s'appelle une note altérée. Ça, je n'ai pas de piano sous la main là. Je vais jouer une note. Ça, c'est un sol, c'est cette note-là. Je vais jouer la note d'à côté. Le la, d'accord. Entre les deux, je peux mettre une note intermédiaire. Cette note intermédiaire, c'est celle qui correspond à ça. D'accord. Donc, cette note intermédiaire, le fait de savoir qu'il faut. Alors, c'est noté actuellement par un petit dièse ou un petit bémol qu'on met devant la note. Le fait de savoir qu'il faut altérer, comme on peut dire, cette note principale, actuellement, est toujours marqué sur la partition.
Or, jusqu'au XVIIe siècle, ce n'est pas forcément marqué. C'est ce qu'on appelle la musica ficta, et c'est un problème dont parlent la plupart des théoriciens en fait, de l'époque. Vous avez ici un petit exemple avec Aaron, 1539, donc quand même assez vieux par rapport à ce dont on parle finalement, qui dit il y a chez les personnes qui apprécient la musique, il y a des grandes disputes par rapport à la question du bémol et du dièse, puisqu'on se demande si les compositeurs devraient être contraints de les indiquer dans leur composition, donc ces dièses et ces bémols, ou si sûrement le chanteur devrait savoir les faire et connaître par un secret inconnu, c'est ce qui est marqué, tous les lieux où ces altérations devraient être indiquées. Donc, en gros, on se pose la question de est-ce que le compositeur devrait tout marquer ou est-ce que l'interprète devrait être capable de les rajouter lui-même. Simplement, ça gagne de la place ça gagne de la place et ça gagne des caractères d'imprimerie, parce qu'à l'époque, c'est vraiment imprimé avec des caractères mobiles et c'est très embêtant à composer. Et assez souvent, les compositeurs vont laisser l'interprète se débrouiller, c'est-à-dire que l'interprète n'a pas marqué les altérations et doit savoir où les mettre. Donc pour ça, il y a plusieurs moyens. Il peut se fier à son horaire et il peut aussi se fier, et c'est là que l'écrit entre en jeu, à un certain nombre de règles, c'est-à-dire qu'on ne le laisse pas non plus faire ce qu'il veut, absolument tout ce qu'il veut. Il y a un certain nombre de moyens mnémotechniques pour savoir à quel endroit on peut être à peu près sûr qu'il va y avoir quelque chose à rajouter. Je vous ai mis deux règles ici qui sont les deux plus connues. Alors, una nota super la semper ecanandum fa. Alors, ce n'est pas un vrai la et un vrai fa. On va voir après ce que ça veut dire. Ce n'est pas le la actuel et le fa actuel, mais qui est un moyen mnémotechnique pour dire qu'au-dessus d'un certain type de note, il doit toujours y avoir un autre type de note. Et c'est des notes qui peuvent avoir ou pas une altération. C'est pour savoir que dans un certain cas où la note joue un certain rôle, la note qui est au-dessus doit toujours avoir une altération. Et une autre, mi contra fa est diabolus et musica. Donc là encore, ce n'est pas un mi, un fa. Mais ça nous dit que si on a un intervalle qui sonne comme ça, cet intervalle-là, c'est un intervalle qui doit être proscrit. C'est la carte augmentée, le fameux triton, peut-être que vous avez entendu parler de ça, qui serait le diable en musique. C'est juste un jeu de mots en fait, pour se rappeler que cet intervalle est interdit. Mais ça nous dit juste que cet intervalle est interdit et que quand on a ce cas, ces deux notes, il faut mettre un bémol devant la deuxième. Ce qui nous donne cet intervalle qui est plus joli à l'oreille. Donc, vous avez un certain nombre de moyens mnémotechniques où finalement, donc, on ne note pas tout à l'écrit, mais par contre, sont écrits dans les manuels, on va dire, dans les ouvrages de théorie, des règles qui permettent de compléter ce qu'on n'a pas écrit par ailleurs. De fait, on a un exemple qui est assez connu, je pose ça, qui est celui de Greensleeve, que tout le monde connaît, qui est écrit comme ça sur la partition. Et cette note est un peu bizarre. Elle sonne un peu étrange. On aurait envie de faire. Ce qui sonne un peu mieux à notre oreille. Le problème, c'est que ce n'est pas marqué sur les partitions. Mais un exemple qui nous permet de savoir que cette note était bien rajoutée, qui est un certain nombre de tablatures de luth. Et les tablatures de luth, donc je vais prendre un luth du coup pour vous le montrer, ces tablatures de luth sont montrées d'une autre manière, c'est-à-dire que ce n'est pas les notes qui sont marquées, c'est où je dois poser les doigts sur les cordes, puisque ces luths, comme les guitares actuelles, ont des espèces de cases, si vous voulez, et ce qui est indiqué, c'est où je dois mettre le doigt. Or, ici, c'est aussi le début de Greensleeve. Et ici, vous avez un A, B, A qui m'indique le A, c'est la corde à vide, et le B, c'est la première case. D'accord ? Si la musique devait être jouée comme elle est marquée à l'origine, sans altération, j'aurais un C qui m'indiquerait la deuxième case. Et j'ai un B qui m'indique donc que le luthiste qui a copié ça jouait bien la première case, donc il avait bien rajouté une altération, comme la théorie le prévoyait. Il y a quelques cas comme ça, et on a aussi des cas où on a deux variantes notées avec exactement ce que la personne jouait, et une avec pas l'altération rajoutée, et une avec l'altération rajoutée. Donc, il y avait des cas où eux-mêmes n'étaient pas très sûrs, ou simplement eux-mêmes avaient le choix entre les deux, on va dire. Un autre élément un peu plus complexe, c'est le fait de est-ce qu'on doit noter ou pas toute la base de la musique dans l'accompagnement. Parce que vous avez très souvent dans la musique de cette époque-là une personne qui fait le soliste, qui fait la partie importante, et vous avez des personnes qui accompagnent. Le problème, c'est que ces personnes qui accompagnent, leur musique n'est pas très importante, on va dire, par rapport à l'ensemble. Et d'un autre côté, elles jouent d'instruments souvent à clavier qui jouent beaucoup de notes, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de place à noter. Du coup,
Si l'on veut tout noter, on se retrouve ici avec cet exemple-là. Vous voyez ici, là, vous avez une partie de champ au-dessus et ces deux lignes-là sont des lignes d'orgue. D'accord. Et vous voyez que ça fait plein de notes à noter partout, ça prend du temps, ça prend de l'encre, etc. Vous voyez d'ailleurs ici une portée à 7 lignes. On disait que ce n'était pas standardisé. Là, vous avez un exemple de portée à 7 lignes. Et ça fait plein de notes notées absolument partout. Du coup, à partir du début du XVIIe siècle, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de tout noter, on va juste noter la basse. Et au-dessus de la basse, on va indiquer ce qu'on appelle des chiffrages ici, qui sont des petits chiffres et des petits signes, on va dire, pour indiquer quelles sont les notes, en gros, qui sont censées se trouver au-dessus. Donc, quand on voit un 7 ici, on sait qu'il faut mettre 3 notes au-dessus, par exemple. 3 notes séparées d'une tierce à chaque fois, 3 notes séparées d'une ligne à la ligne d'après, si vous voulez, qui doivent être au-dessus, donc ce qu'on appelle la basse chiffrée, où on a une indication globale de ce qui doit être joué et on fait confiance au bassiste qui est censé savoir comment compléter ça pour obtenir, on va dire, l'ensemble qu'on n'a pas marqué. Donc, en fait, on réduit finalement l'ensemble de ce qui était à l'origine marqué en une seule ligne avec des chiffres au-dessus et le bassiste est censé savoir se débrouiller avec ça. Alors, comment il fait pour se débrouiller? Il y a bien sûr un certain aspect, il y a deux niveaux si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a des règles, là encore, qui ont été écrites, des règles assez simples qui sont censées marcher à peu près tout le temps. Il y en a une qui s'appelle notamment la règle de l'octave, qui est décrite notamment par Rousseau dans l'encyclopédie. Alors Rousseau, c'est le monsieur musique, dans l'encyclopédie, la plupart des articles musique dans l'encyclopédie Diderot sont signés Rousseau. Qui dit en gros que pour chaque note de la gamme, on va dire, vous pouvez mettre une combinaison de sons au-dessus qui marche quasiment tout le temps. Il dit à une autre personne, il dit ici, pourvu que le ton soit bien déterminé, on ne se trompera pas en accompagnant selon cette règle. C'est par défaut, si tout est correct, cette règle devrait marcher à chaque fois. Si l'auteur sort de cette simplicité par des accords, par superposition ou d'autres licences, donc s'il fait des choses plus compliquées, c'est à lui d'en avertir par des chiffres convenables. Donc, il faut qu'il chiffre ce coup-ci pour que l'opérateur, si vous voulez, le bassiste, sache ce qu'il doit faire. Donc, on a une règle finalement qui permet de remplir simplement à condition qu'on ait un peu travaillé la question, ce que raconte Campion à côté, qui dit qu'en gros, ça marche. Pour aller plus loin, il faut voir avec un maître. Mais plus on va avancer dans le temps, notamment au XVIIIe siècle, plus les règles vont se complexifier et on en arrive à avoir des traités complets au XVIIIe siècle de centaines de pages pour nous indiquer dans tous les cas de figure qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Il y a des règles qui se rajoutent, qui se rajoutent, qui se rajoutent. Vous voyez ici deux exemples, un qu'on nous dit qui est bon et un qui n'est pas bon. Il y a quelques notes qui changent dedans et je ne suis pas sûr qu'à l'oreille on entende franchement la différence. Mais vous avez des traités qui vont vraiment rentrer dans les détails de vraiment tout ce qu'il y a à savoir. D'ailleurs, des traités qui vont beaucoup plus dans le détail que ce qui se faisait, par exemple, qui se faisait souvent en pratique. Je vous ai remis ici le manuscrit de tout à l'heure, là où tout était écrit. Vous voyez ici que vous avez deux notes là qui font ce qu'on appelle des quintes parallèles. Les deux sont à la même distance l'une de l'autre. Cette progression de deux quintes, donc quintes, c'est des notes qui sont séparées de 5, hein, deux quintes l'une à côté de l'autre est strictement interdite en réalisation de basse continue. C'est-à-dire c'est littéralement la première règle que vous apprenez, ça, vous n'avez jamais le droit de le faire. Et là, c'est la deuxième page du bouquin et on a déjà 3 de suite. Une là, qui conduit, une là, une là. Donc finalement, c'est quelque chose qui est vraiment dans les règles, c'est genre la première règle dans les traités du XVIIIe siècle, et c'est manifestement quelque chose qui était pourtant fait dans la pratique, simplement pour simplifier les choses. Donc après, cette pratique va se perdre puisqu'on va recommencer vraiment à tout écrire, parce que ça va commencer à devenir simplement trop compliqué, et la logique de faire des basses continues, c'est perdu. Il y a un dernier élément qui est aussi que, là on a vu pour la basse, mais la personne qui est au-dessus, elle aussi, on ne va pas forcément lui noter tout ce qu'elle va faire parce qu'on on lui fait confiance pour, entre guillemets, avoir du goût, notamment pour pouvoir compléter la mélodie de façon intelligente et avec bon goût. Alors, c'est une notion qui se retrouve beaucoup dans les traités de l'époque. Il faut jouer avec bon goût. Alors, allez savoir ce que ça veut dire avec bon goût pour eux, c'est très pratique. Je vous donne un exemple ici pour vous faire comprendre. Je vous joue ce qui est marqué, c'est une sonate de Corelli. Ce qui est marqué ici, c'est ce qui est vraiment imprimé sur la partition, sur les deux premières mesures. Bon, c'est un peu plat. On faisait confiance à l'époque pour que l'interprète sache compléter ça tout seul. Et on a la chance sur cette musique-là, sur cette partition-là, qu'un élève du compositeur a noté ce que le compositeur a joué une fois et l'a imprimé. Donc on a réellement ce que le compositeur a joué en voyant ça au moins une fois. Je vous le joue, donc c'est strictement les deux mêmes mesures, hein, c'est la même chose qui est marquée sur la partition, et apparemment l'auteur a joué ça. Si j'y arrive.
Donc, il a rajouté énormément de choses qui ne changent pas la mélodie fondamentalement, mais qui rajoutent de la couleur finalement, qui rajoutent de la virtuosité. Donc ça, on fait confiance aux interprètes pour savoir le faire, mais là encore, c'est juste un autre exemple ici, c'est dans toujours le même manuscrit, où vous avez sur une cadence, donc c'est une fin de morceau, on a donné 3 possibilités de réalisation. Là aussi, des ornements ont été marqués, ce qui est très rare. Vous avez ici un petit ornement. C'est en quel flèche, ouais. Petit ornement. Vous avez à gauche ici un ornement un peu plus important. Et je ne vais pas vous le jouer là parce que je commence à fatiguer, mais vous avez encore en troisième ici un ornement qui est encore 2 fois plus long. Donc même un choix finalement qui apparaît clairement selon vos capacités techniques et le moment, si vous voulez, vous pouvez choisir quel type d'ornement vous faites. Là encore, c'est quelque chose qui certes est improvisé, mais pour lesquels vous avez des traités qui sont censés vous aider et qui vont eux aussi évoluer dans le temps. Ici, vous avez un exemple très ancien, vous voyez vers 1600, qui a un recueil de comment faire des ornements, d'ornements, on va dire, tout près que vous pouvez plaquer là où vous voulez, une fois que vous les avez appris. C'est comment faire un ornement sympathique entre juste 2 notes. Ta, 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 juste 2 notes. Et on nous donne plein de possibilités pour passer de cette note à cette note-là. Je vous en joue un ou deux, tant qu'à faire. Donc, c'est pour aller de ça à ça de manière jolie. Je joue le tout premier en haut à gauche, là. Donc, on a rajouté, et encore, c'est plus simple. C'est vraiment le plus simple qui est noté, et donc plus ça va, plus ils deviennent compliqués. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des diminutions. Donc vous avez des traités entiers comme ça qui vous donnent des exemples que vous pouvez vous mettre dans les doigts pour pouvoir, c'est du prêt à jouer finalement, que vous pouvez replaquer après dans les morceaux que vous venez ornementer. Et plus on va avancer, plus certains compositeurs vont même se mettre à développer leur propre système d'ornement et à noter les ornements. Ça, c'est assez typique des Français. Vous avez ici un compositeur de pièces de clavecin d'Anglebert qui notait dans sa musique les ornements qu'il suggérait. Alors, il y en a partout. Vous voyez que c'est tous les petits zigouigouis qui traînent autour. Là. Vous voyez qu'il y a des notes où il y a 2-3 ornements dessus. Si on essaie de tout jouer, c'est absolument injouable. Il y a une énorme table d'ornements au début qui indique pour chaque symbole ce qu'on peut faire. Et finalement, il donne le choix à l'interprète de prendre l'un ou l'autre des éléments selon ce qu'il arrange ou qu'il prévoit à l'avance les improvisations que l'interprète peut faire. Et donc, il les transmet par écrit. Et toujours la même chose. Ouais. Un autre élément aussi, c'est plus d'improvisation nettement plus claire, c'est improviser carrément un morceau. De la même manière qu'actuellement, notamment dans le blues ou ce genre de truc, vous avez ce genre de musique, vous avez des mélodies que tout le monde connaît et sur lesquelles tout le monde est susceptible d'improviser. On a exactement la même chose à l'époque. On en connaît une cinquantaine de thèmes que tout le monde connaît en Europe et sur lesquels tout le monde est censé pouvoir jouer de manière très simple un morceau. Généralement, ce sont des basses, des toutes petites basses très très courtes avec une petite mélodie et les gens vont varier la mélodie pour aussi longtemps qu'on veut. Je vous ai mis un petit exemple en haut à gauche. Alors, ce qu'on appelle une basse qu'on appelle la passacaille est très très simple, c'est 4 notes. 4 notes que vous pouvez faire tourner en boucle. Et les gens vont être capables d'improviser dessus. Ils peuvent réellement improviser. Certains ont aussi noté, on va dire, des morceaux pseudo-improvisés. Je vous donne juste le tout début de celui en haut à gauche et vous allez entendre que ces 4 notes reviennent à chaque fois. C'est plus lent en principe, mais c'est pas limite. J'ai toujours mes 4 notes à la basse. Donc toujours. Le morceau dure 15 minutes et j'ai toujours les 4 mêmes notes à la base. Un autre exemple qui est extrêmement connu, je l'ai mis un peu pour troller, mais en vrai, c'était le cas. Le fameux canon de Pachelbel, qu'on entend absolument à toutes les sauces, qui est un vrai morceau du XVIIe siècle par un vrai compositeur. Pachelbel était un grand ami du père de Jean-Sébastien Bach, donc c'est pas n'importe qui non plus. Et le canon de Pachelbel est construit ici sur une basse qui se répète tout le temps. Ta, 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 ta. Et elle se répète tellement qu'il n'a même pas pris la peine de noter la suite, parce que c'est juste la même basse qui va continuer à se répéter, et sur lequel, pareil, on est susceptible d'improviser des variations ou éventuellement de les noter dans le cas de Pachelbel. Donc, une improvisation, on va dire, relativement complète. Je vous donne ici, je ne sais pas si on a beaucoup de temps, si vous pouvez me faire signe, si je dois accélérer ou pas. Petite improvisation, une vraie improvisation, on va dire, sur une passacaille, donc les 4 mêmes notes qui descendent.
va complexifier petit à petit. Dernière. Et il complexifie la mélodie petit à petit, mais on a toujours la même basse qui sert à improviser. L'autre intérêt, c'est que vous pouvez rencontrer n'importe quel musicien, vous lui dites fais une basse de chaconne en telle tonalité, ils sont tous capables d'improviser dessus sans aucun problème. C'est même utilisé pour la composition, ce qu'on appelle le partimento pour apprendre la composition, où on va donner aux étudiants en composition des motifs de basse, on va dire des lignes de basse, et ils doivent apprendre à composer dessus, c'est-à-dire à composer tout un morceau directement au clavier dessus. Et là encore, on a des traités, des petits manuels qui vont leur donner des formules toutes faites. Vous avez ici un certain nombre de formules toutes faites sur comment faire pour quand vous avez une cadence parfaite, c'est-à-dire les deux notes qui permettent de finir un morceau à la basse, des formules toutes faites à plaquer dessus, on va dire, pour simplement faire quelque chose d'assez joli au-dessus. Un exemple ici, vous avez aussi quelques exemples que l'auteur du manuel suggère à l'étudiant d'utiliser pour réaliser sa partition de basse. Alors, c'est utilisé pour l'entraînement, mais dites-vous qu'il y a des morceaux dans Mozart notamment qui sont strictement ça, c'est-à-dire c'est vraiment un exercice réalisé pur et dur, un peu orné, mais vraiment la base de certains trucs de Mozart, c'est vraiment exactement ça. Enfin, dernière chose, ou je crois que c'est la dernière chose, ouais. Ou avant-dernière chose, là, ce qu'on appelle la solmisation ou la main guidonienne. Et la main guidonienne, alors ça va être un peu le plus complexe, je pense. C'est quelque chose qui implique vraiment la main, à proprement parler. Donc là encore, quelque chose qui est très, très théorique à la base, mais on va voir qu'il y a des applications pratiques. Alors, on avait vu tout à l'heure, quand on parlait du diable en musique, l'histoire de mi, fa, fa, mi, avec des noms de notes qui ne correspondent pas au nom actuel. Alors, je ne sais pas pour nos amis québécois si vous utilisez au Québec les noms de notes français ou les noms de notes anglais, parce que ce n'est pas les mêmes. Mais bon, je vais faire avec les noms de notes français. En France, les notes s'appellent do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et on revient sur do. Ces noms-là sont des noms anciens qui étaient utilisés anciennement pour complètement autre chose. Et les Anglais et Allemands utilisent, eux, des lettres. C, D, E, F, donc vous avez le tableau de correspondance. Hein. C, D, E, F, G, A, B ou H, selon si vous êtes en Angleterre ou en Allemagne. Et ça, c'est plutôt le système ancien, on va dire. Ne me demandez pas pourquoi les Français sont passés à autre chose. Je ne connais pas la raison du changement. Le système ancien de notation était que vous aviez pour chaque note de la gamme une lettre. G, A, B, C, D, E, c'est marqué là, vous avez exactement la même chose qui est marquée ici, que vous pouviez noter précisément à quelle hauteur elle était, puisque vous voyez que la casse change, hein, gamma, A, B, C, D, E, F, G en majuscule, A, B, C, D, E, F, G en minuscule, W, A, W, B, etc. Et au-dessus, on ne plaquait pas ce qu'on appelle des gammes, mais plus exactement des hexacordes, c'est-à-dire des ensembles de 6 notes qui pouvaient tomber, on va dire, à des endroits bien précis de ce qu'on appelait ce gamut, c'est-à-dire cette gamme entière. Gamut venait tout simplement du nom que la première note était gamma, et on pouvait plaquer la première note d'un hexacorde dessus. La première note était out, qui est l'ancien nom de do, donc la toute première note tout en bas était le gamma out, donc gamut. Ce qui fait que chaque note pouvait être représentée à la fois par sa hauteur, entre guillemets, mais aussi par sa place dans ces systèmes qui sont l'équivalent ancien, on va dire, des gammes. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est assez compliqué. Ces noms-là existent depuis, comme vous pouvez le constater, le VIe siècle. Hein. C'est vraiment un truc médiéval pur et dur, mais qui a perduré pendant toute l'époque moderne et même assez récemment, et surtout qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il pouvait être retranscrit dans le creux de la main, ce qu'on appelle la main guidonienne du nom de Guy d'Arezzo. Alors, je vous ai mis un petit bottom là parce que je le trouve marrant, mais vous retrouvez ces représentations partout. L'idée, c'était que chacune des notes de cette gamme, vous pouvez de ce gamut, vous pouvez la représenter dans la main, ce qui donnait un moyen mnémotechnique et aussi qui permettait de représenter où vous étiez, par exemple, pour diriger des chanteurs. C'est très simple. Chacun des joints de la main, c'est une note. Ils sont représentés sur la grosse main, là à droite. Je n'ai pas trouvé l'origine, mais il y en a sur tous les traités de l'époque. Donc, G, le gamma out, la plus basse est ici. Donc, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça fait un escargot, en fait. L'intérêt, tant que même avec une main, vous pouvez l'indiquer. Sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je peux faire toutes les jonctions de ma main comme ça, ce qui me permet d'indiquer n'importe quelle note dans la main, et ça fait un moyen mnémotechnique qui est, d'après les gens du moins qui le font, parce que je ne maîtrise pas ce système personnellement, qui est assez pratique pour apprendre, on va dire,
dans la main, vraiment par le toucher, ces différentes gammes et savoir quand on passe de ces systèmes de pseudo-gammes, d'hexacordes, à un autre, puisqu'on peut repérer où il commence dans la main simplement au toucher. Pour vous donner une idée à quel point c'était utilisé, je vous ai mis ici un test d'entrée pour le poste de maître de chapelle à l'Université de Tolède en 1604, dans lequel les candidats avaient une vingtaine de tâches à accomplir. Je vous ai mis la dernière, donc il y en a 20. Je vous ai mis la 19, n'a pas de rapport, je l'ai juste mis parce qu'elle est drôle. C'était un des chanteurs arrête de chanter et on écoute si le candidat est capable de se rendre compte qu'il y en a un qui a arrêté de chanter. Donc, je vous ai juste mis ça parce qu'elle est drôle. Mais vous voyez que toutes les 6 que je vous ai mis là impliquent la main guidonienne. Et la plus folle, on va dire, à nos yeux, c'est la 6, où on demande à la personne, on lui donne une ligne de musique, il doit improviser 3 zones de musique dessus pour arriver à quelque chose à 4 voix. Il doit chanter une des lignes, dire les notes d'une seconde, indiquer les notes d'une troisième à la main droite et indiquer les notes de la quatrième à la main gauche. Donc, avec ses mains guidoniennes, la personne est donc susceptible d'indiquer l'ensemble, on va dire. Si ça vous intéresse, c'est en ligne ce truc. Je peux vous indiquer aussi le lien au besoin. Donc, une des personnes, finalement, est capable, par ce moyen-là, de montrer 4 voix, si vous voulez, et aussi de pouvoir diriger les chanteurs qui sont perdus. C'est-à-dire, un chanteur perdu, actuellement, le chef de chant va faire les altos, c'est un la. Là, vous montrez juste votre main aux altos, vous faites coucou et vous faites ça, ce qui permet de les diriger sans avoir à chanter ni rien. Je ne vous cache pas que c'est très compliqué. Il y a les 3 premiers candidats, ils ne sont pas arrivés. Le 4e, il est arrivé. Donc, il a eu le poste, donc manifestement, il a réussi à le faire. Donc, certaines personnes arrivaient à faire ça. Donc, un système finalement de représentation totalement tactile, très utile et qui a été utilisé jusqu'à assez récemment, puisque dans la première moitié du XVIIIe siècle, il commençait à y avoir des oppositions entre les gens qui trouvaient que ce système était encore relativement utile et ceux qui trouvaient que c'était vieux, complètement dépassé. On disait, c'était un vieux dicton, que ut ré mi fa sol la, donc ce système de solmisation, était toute la musique éternelle. Certains disaient ça. Buchtet, Bach lui-même disait la même chose. Fa mi et mi fa et tota musica. Et d'autres, par exemple Matheson, qui est connu pour être le vilain petit canard de l'Allemagne du début du XVIIIe siècle, disait que ut ré mi fa sol la, is toto musica nicht tota musica, donc est la musique morte, toute, la vieille musique, la musique morte, et pas toute la musique. Donc, un jeu de mots dont Matheson a la connaissance. Mais un système qui a continué à être utilisé jusqu'au début du XXe siècle. Vous avez ici un tableau qui a été retrouvé en Oklahoma il y a 4 ans, je crois. C'était un tableau dans une école sur lequel on avait plaqué des tableaux plus récents dessus sans effacer ce qu'il y avait en dessous. Donc, en fait, on a retrouvé les dernières leçons en histoire, en musique, en plusieurs choses qui avaient été enseignées dans cette école. Et il se trouve que la leçon de musique impliquait un exercice de solmisation. Vous avez ici les lettres anglo-saxonnes E, F, G, A qui correspondent bien à No, Mi, Fa, Sol, La. Par contre, vous avez ici Do, Ré, Mé et pas Mi parce que c'est plus simple à chanter, Do, Ré, Mé, Fa, Sol, qui sont la solmisation correspondante. Donc, c'était encore employé au début 20e, pardon. C'est tombé un peu en 18e. Voilà, dernier élément, celui-là est encore un peu plus théorique, c'est comment on fabrique une gamme et la question des tempéraments. Et quelque chose qui va carrément nous faire entrer dans le domaine de la physique et de l'acoustique. Alors, disons le personnage on va dire, qui est censé avoir inventé ces choses-là, c'est lié à la figure de Pythagore. Vous voyez ici une petite gravure, je ne sais pas d'où elle sort, c'est pour ça que je n'ai pas mis la référence. Vous avez Jubal, qui est c'est un personnage biblique, qui est censé avoir inventé les instruments de musique, et Pythagore, que vous voyez ici avec des cloches, avec des cordes ou avec des flûtes, le système est le même dans les 3, qui découvre les notes, si vous voulez. Alors, comment, depuis le Moyen-Âge, on représente les notes et les relations entre les notes avec simplement ce qu'on appelle un monocorde, c'est-à-dire basiquement un instrument comme ça où vous n'avez qu'une seule corde qui permet de réfléchir, on va dire, visuellement sur des rapports théoriques entre les cordes. Je n'ai pas de monocorde sous la main, mais j'ai un violon, ça fait à peu près pareil. Vous prenez une corde tendue entre 2 points fixes, ce qu'on appelle le monocorde, hop, comme ça, et à partir de cette distance, alors ce qu'on peut surtout voir, c'est la distance de la corde. Ça se transmet, nous, on sait que ça se transmet en fréquence, mais surtout, ce qu'on voit à l'époque, c'est la distance. Et on va diviser cette distance dans des rapports simples. Si je prends la moitié de ma corde, c'est le doigt que j'ai ici, je prends la moitié de ma corde, j'ai une note qui est très, très proche, qui semble très proche l'oreille. Si proche que si on joue les deux en même temps, on entend à peine la différence. Ça, c'est une première note qu'on a pu fabriquer à partir de notre corde fondamentale. Et on va en fabriquer une deuxième, c'est si on prend un tiers de la distance que vous avez en dessous ici. Si on prend un tiers de la distance, j'ai… Alors, je ne sais pas si j'arrive à le faire sonner. Bon,
vous me croyez sur parole, je suis au tiers de la distance, mais ça ne sonne pas très bien là-dessus. Vous avez ce rapport-là qui se trouve. Note de base, au tiers de la distance, que là, je ne vais pas faire parce que ça ne sonne pas. Vous avez cette note-là. Deux notes qui sont aussi assez proches à l'oreille, qui sonnent bien ensemble. On va construire, en fait, finalement, et c'est pour ça que la gamme musicale européenne a 12 notes, on va construire nos notes comme ça. C'est-à-dire, on va prendre une longueur de base, on va la diviser, alors éventuellement en deux, mais ça fait la même note, essentiellement, mais on va prendre un tiers, ou 2 tiers, c'est le plus simple à faire sonner, et ça va nous faire une deuxième note, qui est la quinte, concrètement. Donc, on a une fréquence, c'est-à-dire une longueur qui se transcrit en fréquence, simplement. Et si on prend les 2 tiers de notre longueur de corde, ce qui fait les 3/2 de la fréquence, on obtient une nouvelle note, qui est la quinte supplémentaire, vous voyez ici, Do, Sol. Pour fabriquer une deuxième note, on va repartir de cette note qu'on vient d'obtenir, la quinte, et on va refaire le même processus. On prend cette nouvelle note et on prend les 2 tiers de sa longueur ou 3/2 de sa fréquence, et on va pouvoir fabriquer des notes comme ça. Là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'au bout de 12 notes, on arrive sur une nouvelle note ici, qui est quasiment la même que la première. Donc, en musique occidentale, et ce n'est pas forcément le cas dans tous les systèmes musicaux, on va considérer que c'est la même, c'est-à-dire qu'on a bouclé un tour entier, ici, ce qu'on représente comme une ronde, vous voyez, on a bouclé, on a fait 12 étapes en prenant des quintes, et on est arrivé quasiment sur la même note. Mais une petite subtilité, c'est qu'on est justement quasiment sur la même note, et la fréquence de cette note d'arrêté est un tout petit peu plus aiguë que celle de la note de départ, c'est-à-dire que ça ne boucle pas entièrement. Ce qui pose un problème, c'est parce que si ces quintes-là sonnent bien, sont belles, la dernière qu'on obtient est dégueulasse. Ça donne quelque chose comme ça, qui est très très moche et qu'on ne peut pas utiliser en musique. Ce qu'on appelle la quinte du loup, puisque quand on le joue à l'orgue, ça produit, enfin c'est un phénomène physique qui produit une espèce de hurlement en fait. Vraiment, on a l'impression d'entendre un loup qui hurle. Donc c'est un intervalle qu'on va chercher à éviter. Et on a eu toute une réflexion pendant toute l'époque moderne sur comment faire pour gérer ce problème et avoir quelque chose où on puisse tout utiliser, ce qu'on appelle les tempéraments. Il y a eu différents systèmes qui ont été employés. Vous avez le système, entre guillemets, avec toutes ces quintes pures, qui est ce qu'on appelle le système pythagoricien, parce qu'il vient directement des effets de Pythagore, où vous avez ce loup. Et on va chercher d'autres moyens de régler ce problème, soit en gardant ce loup, mais simplement en arrangeant un peu les notes mieux, les autres notes, de manière à ce qu'elles sonnent un peu mieux, notamment ce problème dans la gamme pythagoricienne, ces quintes sont très belles, mais les tierces, qui sont des intervalles qui sont un peu plus utiles, sont assez moches, donc on va les réarranger pour que les quintes soient peut-être un peu moins justes, mais que les tierces soient un peu meilleures. Donc on va avoir différents systèmes comme ça, qui ont ensuite évolué vers d'autres systèmes où on va chercher. Donc, quand vous avez un loup, vous ne pouvez pas utiliser les notes qui font loup. C'est-à-dire ça vous gêne, on va dire, dans les notes que vous pouvez utiliser. Ce n'est pas forcément bien grave, vous restez sur des choses plus simples. Mais petit à petit, notamment au 18e, on va vouloir tout employer. Du coup, on va essayer de mettre au point d'autres systèmes qui vont nous permettre de gérer ce problème différemment pour pouvoir utiliser toutes les notes. Donc, en gérant un peu les différents intervalles, alors, certains qui sont bien justes, d'autres qui sont un peu moins justes, mais en se débrouillant pour que tout sonne à peu près correctement, ce qu'on appelle les tempéraments bien tempérés, d'où le nom de l'œuvre de Bach, le clavier bien tempéré, c'est un clavier avec un bon tempérament. Et la version actuelle, c'est en fait la version qui est connue depuis l'époque, c'est la version, entre guillemets, la meilleure ou la pire de toutes, selon comment vous envisagez la chose, c'est-à-dire qu'on prend ce truc faux-là et on le répartit de manière équitable sur tous les intervalles de notre ensemble, donc en fait, de notre cycle. Donc en fait, tous les intervalles sont également faux, et l'accord d'un piano actuel parfaitement accordé sur les standards actuels est en fait légèrement faux partout. Alors que des systèmes plus anciens proposent en fait des intervalles vraiment bien justes et des intervalles carrément faux, et simplement au compositeur de se débrouiller pour n'utiliser que les intervalles bien justes et pas ceux carrément faux. Donc, ce n'est pas qu'il y a un système qui est fondamentalement meilleur que l'autre, ce sont juste deux solutions, on va dire, entre guillemets, scientifiques à ce problème-là. La question, c'est est-ce qu'on peut aussi vraiment les mettre en application concrètement? Alors, ce n'est pas forcément évident de mettre en application parce que c'est quand même des écarts qui sont très, très petits, mais on peut le faire, notamment les gens qui accordent les orgues ou les clavecins sont entraînés à le faire. Ce n'est pas mathématique, mais au moins, il y a des manières d'accorder qui permettent de gérer ces différents tempéraments. Mais certains compositeurs ont été un peu plus loin et se sont dit, si on a des notes intermédiaires, pourquoi chercher à les enlever? Pourquoi pas les garder? Ce qui fait que ces systèmes purement théoriques, on a continué ces systèmes purement théoriques en rajoutant des notes simplement pour remplir les trous. On va continuer avec ces notes un peu fausses. Et au XVIe siècle, on a eu des systèmes vraiment purement théoriques qui ont été conçus pour employer ces notes intermédiaires et ces notes un peu fausses. Et on a alors notamment un certain Vincentino qui a même proposé de construire, alors il l'a fait construire d'ailleurs, un orgue et un clavecin qui employaient ces systèmes avec, vous voyez, plein de touches supplémentaires par rapport à ce qu'on a sur un instrument actuel qui permettent de gérer toutes ces notes intermédiaires. Alors actuellement, on a reconstruit
un orgue et un clavecin qui sont tous les deux à balles. Si vous me laissez une minute, je vous en fais écouter un extrait et on a quasiment fini. C'est donc l'orgue, l'archi-organo que vous venez de voir, avec une chanteuse qui vous joue un tout petit extrait justement d'un morceau qui a été écrit pour utiliser ces micro-intervalles. Là, c'est normal. Vous avez entendu cette espèce de montée, j'espère que le son est bien passé là. Ouais. Vous avez entendu cette espèce de montée très 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 serrée. Ça, c'était des micro-intervalles qui viennent en fait directement des théories des tempéraments du XVIe siècle. Concrètement, ça a été très très peu employé, c'est-à-dire qu'il y a un exemple ici dans des cavaleries, c'était le morceau qui vient d'être joué ici. Vous avez là encore 3 possibilités de fin, la même chose qu'on a vu tout à l'heure. 2 possibilités de fin avec un accord normal, et il y a une possibilité de fin avec des ondes harmoniques. Donc c'est l'un des très rares exemples où ça semble avoir été utilisé dans un morceau. Et on a aussi un certain nombre de compositions qui sont en fait purement théoriques, qui sont des démonstrations que ça marche, si vous voulez, on pourrait dire un peu des théâtres de machines version musique pour montrer que le système marche potentiellement, mais concrètement, c'est tellement compliqué, il faut des instruments tellement particuliers, on va dire, que ça a quasiment jamais été employé dans la musique réelle. Et on a aussi une autre possibilité, et c'est la dernière slide, qui est que ces tempéraments, ces manières d'accorder, finalement, ne marchent pas forcément sur tous les instruments. C'est surtout un problème d'instrument à clavier, parce que l'instrument à clavier, vous ne pouvez pas gérer le son pendant que vous êtes en train de jouer. Vous l'accordez une fois, et après, il reste stable. Sauf s'il se désaccorde, ça c'est très courant à l'époque, mais théoriquement, il est censé rester stable. Mais avec la voix ou avec un instrument comme le violon, où les notes ne sont pas fixes, je n'ai pas particulièrement ce problème. Ce qui fait qu'on a des cas où ces systèmes purement théoriques, extrêmement développés, sont employés par les claviers parce que ça fonctionne effectivement pour eux, mais les instruments qui ne sont pas obligés de les employer vont, eux, utiliser plutôt les systèmes pythagoriciens et vont simplement gérer les différences au fur et à mesure qu'elles se présentent. Ça, c'est un extrait d'un traité qui nous dit que pour accorder un violon avec, par exemple, un clavecin, on va accorder le clavecin avec ces systèmes mésotoniques pour gérer la quinte du loup, mais le violon ne va pas en tenir compte, va rester sur du pythagoricien parce que c'est ce qui sonne le mieux, et simplement quand il y a une différence entre les deux, que les deux ne sonnent pas bien, le violoniste va se débrouiller pour se replacer sur le clavecin pour une note ou deux, simplement pour que ça fonctionne correctement. Donc, on a finalement, encore une fois, une construction où vous avez du purement théorique avec du pratique qui dialogue, on va dire, à différents niveaux. C'était ma dernière slide. Je crois que j'ai un peu dépassé le temps et je vous remercie de votre attention. Donc, merci beaucoup, Cyril.